Eh bien, bonjour et bienvenue à tous participants. Vous arrivez au fil de l'eau. Donc, bienvenue pour ce webinaire de présentation du Grand Palais éphémère. Donc, je suis Amandine Perjot, responsable de communication du CNDB. Bienvenue pour ce webinaire du coup organisé par le CNDB et également par le Forum Bois Construction représenté par Nicole aujourd'hui. On va partir pour 1 heure de présentation ensemble de ce bel ouvrage qui est le Grand Palais éphémère. Vous avez l'habitude, bien sûr, de ces webinaires, donc on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Par contre, on peut échanger via le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions à cet endroit-là. Vous avez une toute petite bulle conversée en bas de votre écran. Donc, on traitera toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, on sait que vous êtes très, très nombreux aujourd'hui, donc on va faire au maximum pour répondre à toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps de tout traiter, on vous fera un mail indépendant avec toutes les réponses. Donc, je vous laisse pendant cette heure de présentation avec tous nos intervenants, tous les acteurs de l'opération qui pourront vous présenter cette belle réalisation. Voici un aperçu des intervenants et pour ne pas perdre trop de temps, on va commencer la petite introduction. Donc, je vais laisser la parole du coup à Sarah Larossi, directrice générale du CNDB. Merci Amandine. Bonjour à tous. Nous sommes ravis, CNDB, de co-organiser ce webinaire aux côtés de Nicole Valquizer, fondatrice du Forum international Bois Construction qui aura lieu du 15 au 17 juillet prochain. Donc, c'est un superbe événement. Nous avions prévu des visites les 4 et 5 novembre dernier qui malheureusement ont été annulées en raison du contexte sanitaire. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux à nous faire part de votre désarroi, de votre tristesse suite à ces annulations. Donc, nous avons pris la décision avec Nicole de vous proposer ce webinaire et nous remercions donc l'ensemble des intervenants qui se sont joints à nous. Donc, quelques mots rapides sur le CNDB parce que là n'est pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui, mais tout de même. Donc, le CNDB aujourd'hui, c'est 3 compétences et 3 pôles d'action. Donc, une partie formation, une partie information et une partie promotion et communication, toujours à destination des acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Nos prochaines actualités et nous retrouver tout au long de l'année. Donc, nos prochaines actualités, on organise un autre webinaire avec notre partenaire de l'année, l'INTEC, l'Union nationale des économistes de la construction, donc le 17 décembre prochain autour de l'innovation. Et puis, on continue au CNDB à vous abreuver, à vous diffuser de l'information autour de la superbe série Détails d'architecture dont vous avez pu découvrir dernièrement la thématique effet d'ombre. Donc, n'hésitez pas pour ce faire à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, et à vous abonner à notre newsletter sur le site cndb.org. Voilà, je laisse la parole à Nicole. Merci à vous et puis bonne participation. Merci beaucoup, Sarah. Merci à tous les intervenants d'être là. Merci au Grand Palais, à l'RMN de nous avoir permis d'organiser cette webinaire, cette visioconférence sur le Grand Palais éphémère. Brièvement sur le forum. Le forum, depuis 10 ans, rassemble chaque année le monde français et international de la construction bois pour un congrès qui est vraiment devenu une institution en France. À l'occasion de sa 10e édition, le comité d'organisation, qui est représenté par tous les intervenants de la filière, a validé d'organiser une édition à Paris. Le choix s'est porté sur le Grand Palais, pas par hasard, c'est magnifique. Tout était préparé, tout était fait avec, bien sûr, le concours des syndicats du CNDB, de France Bois Forêt, de tous ceux qui se réunissent dans la filière bois, avec la RMN et surtout aussi avec le recours du pavillon de l'Arsenal qui a fait une belle scénographie au Grand Palais. Et hélas, bien sûr, à cause de la pandémie, malheureusement, nous avons été obligés de reporter cette édition d'avril 2020 à juillet 2021. Mais, moi, je vous dis, le report du forum est un mal pour un bien, car le Grand Palais éphémère est un magnifique écrin pour le forum, un écrin de rêve. Nous voulions faire cette conférence de presse, comme Sarah l'a annoncé, pour vous montrer le Grand Palais éphémère in situ. Malheureusement, une deuxième fois, la pandémie nous en a empêchés. À présent, la charpente est achevée, Franck Matisse vient de le confirmer, et grâce à ce webinaire, et là je remercie tout particulièrement Sarah et Amandine du CNDB, nous espérons que vous pourrez vous faire une meilleure idée de la prouesse que représente cet ouvrage et comprendre à quel point
La tenue du 10e Forum à Paris en juillet prochain, sous ce chapiteau, sera un moment exceptionnel et marquant pour lancer véritablement cette décennie de la construction bois biosourcée en France. La RE 2020 arrive, c'est le moment où on fera le point sur cette construction du 21e siècle. Brièvement sur le slide, vous l'avez vu, 3 jours de congrès, de forums, sans conférence, les exposants, des spécialistes du monde entier qui vont venir nous écouter. Une exposition scénographiée par le pavillon de l'Arsenal complètement en bois biosourcé. C'est une première mondiale. Des stands en bois local, en bois français, des structures en hêtre, les panneaux en peuplier. On est fiers d'avoir réalisé ça grâce au concours de l'école d'architecture de Belleville et surtout grâce au soutien de l'ESB de Nantes. Un mobilier éco-conçu avec des matériaux recyclés, de réemploi, qu'on a récupéré de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, qui ont été avec un programme d'insertion sociale fabriqué pour le forum. Vraiment là, n'attendez pas, venez au forum en juillet 2021. Deuxième slide, attends, Amandine, parce que là, c'est le moment où on peut fédérer, apprendre, partager tout autour de cette construction du XXIe siècle, autour de la construction bois biosourcé. Merci et je suis ravie de vous accueillir, bien sûr, à ce moment-là, à ce Grand Palais éphémère. Je donne la parole, bien sûr, à Amandine. Merci Nicole. Donc Emmanuel, c'est à vous. Merci Amandine, merci Sarah, merci Nicole de nous proposer d'intervenir ici et c'est très naturel pour nous de partager ces images et ce projet du Grand Palais éphémère parce que nous en sommes évidemment très très fiers. C'est quelque chose qui semblait totalement impossible et que nous réalisons et que nous concrétisons grâce aussi aux partenaires avec lesquels nous le faisons, avec GL Evans, avec Villemotte, avec l'entreprise Matisse et tous ceux qui interviennent sur ce projet fabuleux. Alors, quelques mots pour vous parler du Grand Palais éphémère, pour vous dire que c'est un projet temporaire que l'on va installer sur le Champ de Mars, qui s'inscrit, on le voit sur cette image, dans l'histoire du Champ de Mars. C'est une image de l'exposition universelle de 1900 que nous vous présentons. Exposition qui a vu, on le voit en bas à droite de l'image, la création du Grand Palais, du Petit Palais, mais pas que cela, hein, puisque c'était tout un projet urbain, la création du pont Alexandre III, la reconnexion entre les Champs-Élysées et les Invalides, qui n'existaient pas jusqu'alors, hein, ils étaient obstrués par le Palais de l'Industrie. Et cette exposition universelle, qui a été une exposition de temps d'innovation, a été aussi une exposition où le Champ de Mars était occupé par des palais temporaires et notamment le palais de l'électricité qui était bien plus vaste que le Grand Palais éphémère que nous créons, mais au même emplacement sur le plateau Joffre. Donc, on s'inscrit un peu dans l'histoire de ces expositions universelles pour ce Grand Palais qui, depuis 1900, est le lieu, on va dire, d'une exposition universelle permanente en glorifiant les arts, les techniques, les industries, la culture, le sport. Donc le Grand Palais éphémère dont vous voyez une image et c'est assez frappant, c'est une image que l'agence Villemotte a produite au moment du concours et de voir à quel point aujourd'hui ce monument en fait il ressemble vraiment à cela. Chaque fois on se dit les images d'architectes peuvent être un peu voilà, sublimées, mais en fait ce monument ressemble véritablement à ça. Il a été conçu donc pour la durée de fermeture du Grand Palais qui va fermer l'année prochaine pour des très lourds travaux de restauration. Pour rappel, en fait, le Grand Palais qui a été donc érigé en 1900 n'a pas connu de grands travaux sur l'ensemble du monument et qui doit être totalement restauré. C'est un monument qui a subi les outrages du temps entre des décors et des statues qui sont dégradées. Si vous passez aujourd'hui devant le Grand Palais des Champs-Élysées, vous voyez que toutes les statuaires extérieures sont sous filet. Les murs sont infiltrés. Si vous alliez au Palais de la Découverte, qui maintenant a fermé ses portes, vous verriez ces dégâts qui ont été causés sur ce monument en plus qui n'est plus lisible parce que tous ces espaces ont été morcelés, les circulations originelles n'existent plus. Donc tout ça, on veut le restaurer pour retrouver la splendeur du monument telle qu'elle était en 1900 et puis telle qu'elle s'est aussi enrichie au fil des temps, et notamment
la connexion entre les Champs-Élysées et la Seine qui était possible. On pouvait rentrer d'un côté, square Jean Perrin, sortir côté Seine, et ça, ce sera possible à partir de 2024, quand le Grand Palais rouvrira à l'occasion des Jeux Olympiques. Et puis surtout, évidemment, il doit être mis aux normes du 21e siècle, les normes de sécurité incendie qui sont aujourd'hui pas suffisamment, qui ne sont pas satisfaisantes, de jauge, d'accès du public, d'accessibilité, de logistique, etc. Bref, des très gros travaux de restauration et pendant lesquels donc, le Grand Palais va fermer pendant un peu plus de 3 ans et le Grand Palais éphémère a été conçu pour pouvoir accueillir les événements qui ont lieu dans la nef du Grand Palais, la grande nef. Donc, ce n'est pas toute l'activité du Grand Palais, ce ne sont pas nos expositions, ce n'est pas l'activité du Palais de la Découverte, mais c'est ce que nous accueillons habituellement dans la nef, c'est-à-dire des très grandes manifestations qui participent, qui contribuent fortement au rayonnement de Paris d'un point de vue artistique, comme capitale internationale des arts. On pense à la Foire internationale d'art contemporain, à Art Paris, à Paris Photo, à tous les salons artistiques que nous accueillons, à des grands événements sportifs comme le Saut Hermès, à des grands événements gastronomiques comme Taste of Paris, à des événements et des grands forums internationaux. On pense évidemment à Change Now, on pense évidemment au Forum du Bois, qu'on est, comme le disait Nicole, très, très fier et qui trouve encore plus sa place, je dirais, au Grand Palais éphémère, vu la place que le bois a dans cette construction. Et puis, on accueillera aussi des défilés Chanel et des productions que la Réunion des musées nationaux Grand Palais peut être amenée à faire dans la nef. On en a fait ces derniers mois. Et donc, on aura des événements, des grands événements aussi artistiques et culturels dans le Grand Palais éphémère. Bref, un monument qui va vivre pleinement dans un endroit absolument prestigieux à Paris, puisque ce Champ de Mars aura toutes les qualités de centralité et de prestige, avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel. Je crois que vous aurez des images tout à l'heure. Pour cela, on s'est associé à Paris 2024 parce qu'un projet de cette ambition, l'établissement public comme le nôtre ne pouvait pas le porter seul. Et finalement, on a compris qu'on avait des intérêts communs avec Paris 2024 qui étaient à la recherche de sites éphémères pour les Jeux Olympiques, en plus des sites en dur qui vont accueillir des épreuves, dont le Grand Palais, qui sera un site, le Grand Palais des Champs-Élysées, un site olympique, et le Grand Palais éphémère le sera aussi pour abriter des épreuves de judo et de lutte pour les Jeux Olympiques et également des épreuves paralympiques dans donc, ce Grand Palais éphémère. Et c'est une mutualisation qui est très vertueuse d'un point de vue économique, mais aussi environnemental, puisqu'on porte un seul projet et l'on a construit toutes les orientations programmatiques au regard des besoins, des exigences de chacune des manifestations que la Réunion des musées nationaux accueille au Grand Palais et des exigences olympiques. Donc, c'est un projet qui est un projet architectural qui est sobre, sur un site prestigieux, sensible, parce qu'on a des riverains à grande proximité. Et là-dessus, hier soir, nous étions avec Christophe Aucaon de GL Evans et Paris 2024, un comité de quartier des riverains du 15e arrondissement, et qui nous ont salués et ont salué pour le caractère très respectueux du chantier que nous menons avec quasiment aucune nuisance. Et ça fait partie, je pense, des valeurs qu'on a voulu aussi insuffler dès la phase de chantier, de montrer que un projet responsable écologiquement, c'est aussi un projet qui est respectueux évidemment du site. On a protégé toutes l'environnement naturel de cet espace protégé qu'est le Champ de Mars, mais aussi l'acoustique avec les riverains. Et ça fait partie, c'était une donnée très importante du projet. Donc, des exigences environnementales très fortes que GL Evans et l'agence Villemotte ont totalement intégré dès la conception du projet. Et c'est ce que Christophe Aucaon, s'il nous a rejoint, et Louis Lafargue de Villemotte vont pouvoir vous présenter. C'est un vrai défi technique d'avoir aussi recouru au bois. Pour nous, c'était un point essentiel pour transmettre ces valeurs et l'ambition architecturale, environnementale de ce projet. Et puis, ils ont réussi à imaginer quelque chose de réellement éphémère, c'est-à-dire que à l'issue des Jeux paralympiques, ce monument sera démonté
et il pourra être reconstruit dans des configurations différentes selon des besoins d'autres collectivités pour des enceintes sportives, culturelles ou encore d'autres usages. Et donc, voilà, on montre que ce projet-là, c'est un projet éphémère comme son nom l'indique, mais surtout qui est ancré dans les problématiques du temps présent au service du rayonnement de Paris. Et pour nous, c'est un défi qui est magnifiquement relevé par l'ensemble des parties prenantes. Et donc voilà, donc je suis très heureux qu'on puisse avancer dans cette présentation avec Christophe, si Christophe nous a rejoint. Merci beaucoup Emmanuel. Alors malheureusement Christophe, je pense à un petit contretemps, il n'est toujours pas arrivé, donc je vous propose de le faire intervenir un peu plus tard. Donc on va passer directement à la suivante. Hop. Donc Louis, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir virtuellement aujourd'hui. Je vais vous présenter l'agence Villemotte et Associés assez rapidement. Alors, comment est-ce qu'on passe au… Alors, je vais le faire. Tac. Vous allez le faire, bon, je vous ferai signe. Donc voilà, l'agence Villemotte et Associés, c'est une agence qui a maintenant 45 ans. C'est une agence internationale. On est implanté dans 5 pays dans le monde, France, Royaume-Uni, Italie, Sénégal et Corée du Sud. On fait des projets dans une trentaine de pays dans le monde. Et on est aujourd'hui 250 employés, collaborateurs qui travaillent à tous ces projets et à tout type d'échelle, puisqu'on fait littéralement de la poignée de porte au stade de football. L'agence a également lancé en 2005 une fondation qui est basée à Venise, qui a été fondée pour promouvoir la jeune architecture. Et ça se matérialise par un concours d'architecture pour les jeunes architectes qui a lieu tous les 2 ans. Donc je vais vous présenter maintenant les enjeux architecturaux de ce projet. Donc c'est un projet tout à fait hors norme, comme Emmanuel Markovitch l'indiquait. Donc c'est un projet qui a des enjeux de contexte, puisqu'on est sur un site classé. Je vais ensuite vous expliquer un petit peu de manière descriptive le projet, pourquoi son implantation, sa forme, sa matérialité. Et enfin, on va regarder le contexte plus temporel sur la notion d'un chantier qui est rapide et la notion du futur qu'il faut imaginer pour ce bâtiment temporaire. Donc, voilà une autre vue plus d'architecte que la perspective qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est une superposition en fait de l'exposition universelle de 1900 cette fois-ci. Donc, simplement pour rappeler un petit peu le contexte historique du lieu, ce Champ de Mars qui a été support de multiples expositions, non seulement universelles, mais aussi des expositions coloniales, où beaucoup de constructions ont vu le jour de façon temporaire sur ce site. Vous voyez sur la partie droite, en pointillé vert, l'emprise du bâtiment du Grand Palais éphémère dont on parle aujourd'hui, voilà, qui montre aussi un petit peu les échelles comparées entre l'exposition universelle de 1900 et puis notre situation. On peut regarder sur la slide d'après un montage du bâtiment dans le contexte actuel, donc le bâtiment tel qu'il sera entre 2021 et 2024. Voilà, à la tête du Champ de Mars. On va passer à la slide d'après. Donc dans cette vue, depuis le 2e étage de la Tour Eiffel, on voit bien l'axe principal du Champ de Mars, l'importance de cet axe entre la Tour Eiffel et l'école militaire. Donc l'école militaire qui est vraiment notre proche voisin. Donc c'est cet axe avec lequel on a travaillé, et également la présence du végétal, qui est un élément essentiel et structurant du
du Champ de Mars. On voit dans la slide d'après une vue plutôt en coupe, un schéma qui montre les distances et les altitudes comparées des différents intervenants de cet axe Tour Eiffel, école militaire, qui montre de façon assez importante que le bâtiment du Grand Palais éphémère culmine à 20 mètres de haut. On aurait pu le construire plus haut, mais on s'est vraiment limité à cette cote de 20 mètres, qui est la hauteur strictement nécessaire à l'exploitation des manifestations qui se passent à l'intérieur du bâtiment, et qui laisse culminer l'école militaire qu'on voit à droite à 36 mètres de haut, donc 16 mètres plus haut. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans la prochaine slide. Voilà, c'est une vue depuis l'esplanade du Trocadéro, avec un objectif assez puissant, mais qui démontre bien également cette volonté de laisser l'école militaire culminer et achever cet axe historique du Champ de Mars. On voit aussi dans cette visualisation le clin d'œil qu'on a fait aussi un peu aux arches de la Tour Eiffel, avec ces formes galbées, ces arches galbées. Et ce galbe, on pensait aussi que ça donnerait un côté un peu doux et délicat d'un bâtiment qui vient se poser parmi le contexte végétal. Dans la diapo suivante, on voit vraiment ce contexte proche. Donc on voit tout à droite du Champ de Mars. On a un contexte végétal existant qu'il faut absolument préserver. Il n'a jamais été question bien sûr, de faire quoi que ce soit au patrimoine végétal existant. Et on avait également on avait quelques éléments architecturaux sur le parvis Joffre, qui sont ces deux rectangles verts en pointillés, qui sont deux fontaines en pierre existantes, dont vous vous souvenez probablement, qui sont entièrement préservées bien sûr, et qui sont en fait sous le niveau fini d'exploitation du bâtiment au terme de sa construction. Donc elles sont là, on verra tout à l'heure, elles sont révélées par un traitement de sol un peu différent à l'intérieur du bâtiment, mais elles sont bien là, on les retrouvera bien sûr une fois que le bâtiment sera démonté au terme de son exploitation. Et un autre élément important qui était dans l'emprise de notre site, c'est la statue du maréchal Joffre, qu'on voit en pointillé bleu sur la droite du bâtiment, vraiment faisant face à l'école militaire. Cette statue équestre du maréchal Joffre a été remise en état juste avant le démarrage du chantier, et on a conservé son échafaudage protecteur pendant le montage du bâtiment, et il va venir c'est une statue qui va être mise en valeur dans le hall d'accueil au sein du bâtiment. Je vais maintenant vous passer un petit peu à un stade un peu plus descriptif du bâtiment. C'est un bâtiment, comme Emmanuel Markovitch l'a souligné, qui est un bâtiment multifonction qui va recevoir des activités très variées, du salon d'art jusqu'au défilé de mode, au dîner et manifestations sportives, bien sûr, dans sa seconde vie avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc je vais vous montrer donc dans la slide suivante une comparaison qu'on trouve intéressante. J'espère que vous voyez un peu en filigrane le plan de la partie du Grand Palais qu'on vient
dont on vient prendre le relais pendant quelques années, donc la nef du Grand Palais et notre bâtiment du Grand Palais éphémère qui vient en superposition. Donc on voit que les échelles sont assez comparables et que finalement, les espaces exploitables de la nef, on les retrouve en fait dans les grandes dimensions dans notre bâtiment, avec donc 2 nefs croisées qui font pour la grande 51 mètres de portée et pour la petite qui est dans l'axe de la Tour Eiffel à l'école militaire qui fait 33 mètres de large. Voilà, donc avec 100 mètres dans un sens et 140 de l'autre. Voilà dans la diapositive suivante voilà, les grands espaces du bâtiment, donc avec l'accueil Joffre que vous voyez en bas, avec vous voyez la statue qui est vraiment au cœur de cet accueil, qui met aussi un petit peu l'échelle à l'esprit, puisque cette statue n'est pas une petite statue et elle prend bien son importance dans le hall d'accueil. On a un hall principal qui fait presque 8500 mètres carrés. Tous les éléments de structure ont été repoussés sur la périphérie du bâtiment, ce que nous permet justement ces grandes portées de la charpente bois, afin de permettre aux différentes manifestations qui viennent en place de choisir un petit peu leur manière de se montrer au public et de s'organiser. Donc, on a une grande flexibilité à ce niveau-là. Et côté Tour Eiffel, on a une petite variation qui est un salon, le salon Eiffel, qui se développe sur 2 niveaux de 500 mètres carrés environ chacun, et qui a un endroit un petit peu, les premières loges vers la Tour Eiffel, et un endroit qu'on pourra exploiter en parallèle du hall principal, de façon simultanée également. Voilà une vue de l'intérieur qui montre l'adaptabilité. Alors cette vue, elle illustre une phase qui va être très récurrente dans la vie du bâtiment avec l'exploitation de la RMN. C'est une phase de montage ou de démontage d'ailleurs, qui montre aussi le fait que l'espace intérieur est accessible au montage et au démontage. C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer des camions de grande dimension, des poids lourds. On a un circuit de circulation interne qui va permettre de préserver tout l'environnement, tous les proches et les riverains, des nuisances qui sont traditionnellement associées à ces déchargements de marchandises, etc. On voit aussi donc le grand espace ininterrompu, la flexibilité aussi technique qu'on va avoir dans le bâtiment, qui est quelque chose qui forcément, au caractère historique de la nef du Grand Palais original, est moins confortable pour les organisateurs. On voit dans cette image aussi, simplement pour finir, l'axe de transparence avec les grands murs vitrés, qui sont les 2 seules entrées de lumière du bâtiment entre l'école militaire et la Tour Eiffel. Cette toile bleue qui régnait dans l'ambiance intérieure de l'image précédente, c'est une des multiples couches en fait de l'enveloppe du bâtiment, puisque le bâtiment est en fait une grande enveloppe esthétique et très technique également, puisqu'on avait des impératifs d'isolation acoustique qui étaient très forts dès le concours. C'était vraiment dans la programmation de la RMN et de Paris 2024. Donc un complexe acoustique qu'on a développé avec le cabinet Lamoureux, qui finalement est un complexe, qui est un sandwich de multiples éléments qui vont du panneau métallique sur la partie inférieure de la membrure basse de la charpente, des panneaux métalliques, de la laine de roche, du vide bien sûr, de nouveau de la laine de roche, des plaques de plâtre,
pour l'isolation et tout un complexe absorbant à l'intérieur du bâtiment pour offrir à l'intérieur une ambiance acoustique performante et agréable et diminuer la réverbération. Donc on voit également l'enveloppe qui est le parapluie du bâtiment en partie supérieure de la charpente, en PVC sur la partie haute et en ETFE, ça on verra un petit peu plus loin, l'avantage de cette ETFE. Donc dans cette dernière partie, on va parler un petit peu du bois, puisque le bois il est mis à l'honneur sur ce bâtiment. Mais également tous les enjeux que le bois nous permet de relever dans ce chantier hors norme. Ensuite, je passe à la... Alors, excusez-moi de vous presser un tout petit peu. On va avoir juste quelques petites minutes restantes si on ne veut pas dépasser trop le timing restant. Oui, bien sûr, mais c'est les Merci beaucoup. Donc voilà, le bois. Alors pourquoi le bois? Le bois, c'est un matériau très performant qui nous permet d'arriver à obtenir ces grandes portées de plus de 50 mètres qu'on a sur le bâtiment. C'est un matériau qu'on aime beaucoup aussi parce qu'il est renouvelable, il est biosourcé. C'est bien sûr le futur de la construction. C'est un élément, un matériau avec lequel on a travaillé aussi dans le passé, avec en particulier le stade de l'Alliance Riviera à Nice. Et le bois, en tant qu'architecte aussi, on l'aime bien parce qu'il a une vraie noblesse, ce bois, et on a envie de le mettre en scène. Et on le voit dans la diapo suivante. Ce bois, sa mise en scène, alors on le voit ici sur ces deux photos qui sont prises lors des 7 lumières qu'on a fait fin octobre. Voilà, ça montre la mise en valeur de ces portiques de charpente, espacés de 4,50 m à chaque fois, et qui sont visibles au travers de cette enveloppe dont je parlais tout à l'heure, dont les flancs sont constitués de TFE, qui est un matériau transparent, extrudé et 100% recyclable, et au travers duquel on voit le bois et le fantastique travail de l'entreprise Matisse. Dernière slide. Voilà, ce bois nous permet aussi de relever le challenge de la préfabrication, puisque Franck Matisse l'évoquera certainement, et ils ont été au travail avant tout le monde sur le chantier. Ils ont fait du chantier hors du chantier, avec donc beaucoup de préfabrication et des modules qui sont montables de façon très rapide sur site, et qui auront un intérêt certain au terme de l'utilisation du bâtiment sur le Champ de Mars, pour le démontage du bâtiment, et ce qui est illustré à droite de la slide, pour le démonter et le remonter pour lui donner une autre vie, qui est un aspect absolument essentiel de ce projet, qu'il ait une vie, et qu'on ne fasse pas un bâtiment jetable parce que temporaire. On a un bâtiment temporaire qui s'inscrit dans le temps sous différentes formes. Voilà, la dernière diapo illustre le Champ de Mars après l'exploitation par la RMN et par Paris 2024, qui retrouvera son dessin de la fin du XXe siècle. Voilà, merci. Je vais passer la parole au suivant. Je ne sais pas, voilà, Benoît, pour les aspects techniques. Il y a Christophe qui est arrivé, sinon on continue. Ouais, Christophe est là. Oui, je suis là. Bon, et bien du coup, Christophe, on va désolé. passer. Il n'y a pas de souci, du coup, on va passer en arrière. J'ai oublié mon téléphone dans le TGV, donc ça a été un peu une aventure. C'est pour ça que… Je reviens à vos slides. Heureusement que vous êtes là, c'est l'essentiel. Hein, Christophe. Ouais, je suis désolé. Donc, écoutez, je pense que Louis a… Bon, Christophe devait intervenir même avant Louis. Or, voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est très bien que vous ayez vu le projet. Voilà. Bon, du coup, Christophe, je vous laisse la parole du coup, pour 10 petites minutes. Merci. Donc,
Donc, je suis Christophe Ocaron, je suis directeur général des structures, des tribunes et des projets dans le groupe GL Events. Donc voilà, alors j'ai fait peu de slides. Sur cette slide, vous avez un petit peu l'explication de qui on est et pourquoi on est dans ce projet. En fait, il faut savoir que le groupe GL Events est un leader français de la prestation de services pour l'événementiel, aussi de l'organisation ou de la gestion de sites événementiels, puisqu'on a ces 3 métiers. On gère des parcs expositions, on gère la Mutualité, Maison Brongniart, le Palais Brongniart à Paris, Eurexpo à Lyon, le Palais des Congrès de Barcelone, le Parc Expo de Budapest, de Rio. Enfin, on a 70 sites. Un nouveau Parc Expo à Échy qui est très, très sollicité puisque les sites olympiques ont été bloqués pendant 1 an. Donc, du coup, tous les événements qui se font, parce qu'en Asie, il se fait des événements, se font là-bas. Donc, voilà, on a ces différents métiers dans le groupe. Le métier de prestation de service, et la logique est de construire des bâtiments éphémères ou de fournir des prestations d'électricité, de distribution, de chauffage, etc. Au fur et à mesure de notre histoire, il y a une dizaine d'années, on a commencé à avoir des demandes où on nous demandait des infrastructures de transition, c'est-à-dire pendant les travaux d'un stade, comment on fait pour recevoir le public, avoir le nombre de places qui nous permet d'avoir les subventions de la Ligue de rugby, de la Ligue de foot, etc. Donc, on a commencé à transformer nos prestations de tribunes, de structures, de distribution électrique, de chauffage, de signalétique dans le domaine d'un semi-durable, si vous voulez, du transitoire, hein, qui est un mot important désormais en construction, puisqu'on voit bien qu'il y a une tendance à explorer, ce que je dis, explorer les éphémérités de la construction. On construisait pour 100 ans et on se rend bien compte que les choix de l'année 2020 ne seront pas les mêmes que les choix de l'année 2022, 2025, 2030, etc. Donc, il faut que la cité se donne d'infrastructures qui soient modulables. Alors, nous, on utilise le mot modurable, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans une temporalité courte de transition qui peut être 4-5 ans. Maintenant que vous connaissez bien le projet du Grand Palais éphémère, on essaie d'être dans cette temporalité de transition et en même temps d'être dans une logique de transition écologique, c'est-à-dire de responsabilité par rapport à nos engagements par rapport à la planète et à nos engagements sociétaux, l'utilisation d'entreprises aidées, responsables, d'intégration, etc., etc. Donc, je vais assez vite parce que je ne veux pas être trop bavard, mais toute cette logique en fait que nous avons aujourd'hui, elle est vraiment basée sur une responsabilité sociétale qu'on a d'adapter aux besoins les ouvrages. Hein, c'est vraiment l'idée, c'est de dimensionner l'ouvrage aux besoins. Donc, c'est normalement le travail de l'archi qui se met souvent dans un temps long, l'archi, les ingénieurs, etc. Nous, on part du temps court. Donc, on rencontre aujourd'hui la compétence, alors avec Jean-Michel Villemotte, avec le cabinet Chaban, on est sur des grandes compétences. Hein. Ce n'est pas tous les jours comme ça, mais on rencontre cette compétence de pérennité, on la fait rencontrer à notre compétence d'éphémérité. Et ça donne quelque chose de très intéressant qui va dans le sens de la RSSE. Vous me faites des signes hein, si je suis trop long parce que je vois vos inquiétudes. Ça va. Donc, Louis m'a un peu. Je voulais court-circuiter Louis. C'est lui qui en a parlé le premier. On a dès le départ dans les différents projets qui nous ont été proposés, il y avait 2 autres archis, mais le projet de Jean-Michel Villemotte était très nettement au-dessus des 2 autres, et notamment par la réflexion qu'on a eue ensemble avec le cabinet Chaban et Jean-Michel et les équipes de Villemotte de penser un bâtiment le plus modulaire possible, tout en sachant que le geste architectural ne doit pas souffrir de ça. Ce qui était une contrainte forte, je pense que Louis pourra le confirmer, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on pense à de la démontabilité hein, ou à de la remontabilité. Je préfère le mot d'ailleurs remontabilité parce qu'on pense à une deuxième vie du bâtiment. Il fallait que ça soit possible en logistique, il fallait que ça soit possible en délai de travaux. La puissance publique ne nous avait pas donné un espace de travail très, très confortable. On est dans un endroit patrimonial compliqué que tout le monde connaît. Donc, vous avez vu des visuels, je suppose, avec Louis. Et en même temps, on est dans des contraintes de voisinage. C'est ce que je dis souvent, on est à la triple contrainte
d'une richesse patrimoniale forte avec l'école militaire, la statue, les balustres, etc., les fontaines qu'on a protégées. Et en même temps, on a une richesse végétale puisqu'on est dans un des parcs de Paris les plus emblématiques. On est dans un point de vue très fort depuis la Tour Eiffel. Des gens prennent l'avion, peut-être un peu moins en ce moment, mais visitent Paris et il faut bien qu'ils aient quelque chose à voir qui corresponde à l'image qu'ils ont de Paris, qu'ils en attendent. Et on a aussi une complication du fait des riverains. On est dans le 7e et au bord du 15e. On est dans un contexte où les riverains attendent une certaine quiétude, une certaine sécurité aux alentours de notre travail. Donc, on était vraiment dans un ensemble, un espace de variables très, très difficiles à relever, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'habitude sur les Jeux Olympiques ou sur les conférences du climat. Les conférences du climat, ça fait 4-5 que maintenant G11 s'organise. On arrive dans un désert et on construit une ville de 120 000 m² pour 10 000 personnes pendant un mois, avec des chefs d'État, des assistants parlementaires, etc. etc. Donc plein d'officiels, des gens de l'ONU. Donc on est habitué à avoir des contraintes très fortes autour de ces événements temporaires que l'on fait. Donc là, les petits visuels que vous avez sur la droite, c'est le type de deuxième vie, hein, parce qu'on parle souvent d'ACV, d'analyse du cycle de vie. Elle est de fait dans la conception. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une ACV à la fin pour dire finalement, mon appareil ou ma maison, elle respecte tel et tel critère, etc., parce que j'ai eu du bol, j'en ai tenu compte dans les matériaux que j'ai choisis. Non, c'est de principe, le principe constructif qu'on a mis au point, bien sûr, avec la société Matisse, qui s'est peut-être déjà exprimée, mais dont la compétence est très forte par rapport à toutes celles qu'on avait visitées. Il y avait vraiment une grosse différence et l'approche bureau d'études permettait vraiment d'aller au bout du sujet et on a donc la possibilité demain de faire une salle de basket, un palais des congrès, etc. Vous pouvez avancer si vous voulez. Je pense que ça, c'est quelque chose que Louis a déjà bien expliqué. Hein, c'est l'ensemble et que je viens d'un petit peu de recommander, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble des contraintes qu'on avait à relever, démontables et remontables, ce qui est important. La notion de respect des matériaux, donc à la fois dans leur légèreté, dans leur volume de transport, etc. Donc c'est évident qu'avoir une toiture souple, c'était un compromis qu'il a fallu discuter avec Chaban et Villemotte, parce que surtout particulièrement Villemotte dans le geste architectural, parce qu'on a une exigence forte en termes d'image iconique dans cet emplacement et en même temps on a la nécessité d'être hors d'eau, hors d'air, voilà. Et voilà. Et pour pas avoir 50 semi-remorques de panneaux alvéolaires, etc. sur la route, là, en fait, l'ensemble de la toiture passe dans 2 semi-remorques. Donc, dans le choix des matériaux, il y a la notion de déplacement, il y a la notion de mise en œuvre, il y a la notion de réutilisation, etc., qui est extrêmement importante. Donc, on a aussi un bâtiment qui a des contraintes acoustiques fortes pour le respect du voisinage. Donc, il faut pouvoir faire du bruit à l'intérieur sans que ça gêne les voisins. Et il faut donc la conception du complexe acoustique. Je pense que Louis en a bien parlé parce que je sais que dans sa presse il y avait pas mal de détails là-dessus. C'est particulièrement difficile parce que dans les délais de construction et de conception qu'on avait, mais surtout les délais de conception qui étaient très courts finalement pour ce type de bâtiment nouveau. On avait l'obligation d'inventer un complexe acoustique de très haute performance, bien plus que beaucoup d'autres endroits dans Paris qui reçoivent ce type de programmation, hein, culturelle, sportive, et de temps en temps musicale au milieu du culturel, des défilés de mode, des choses comme ça. Donc, on est dans un bâtiment qui est assez exemplaire par rapport à ceux qui sont à Paris, hein, et donc, et on était dans des délais de conception très courts. Des délais de conception qui ont bien sûr été parasités par l'éloignement, la distanciation, le fait de travailler en visioconférence comme aujourd'hui, ce qui est, tout le monde le sait, plus facile quand on fait les présentations que quand on doit interagir à une dizaine pour trouver les meilleures idées. Donc voilà, donc c'est ça, vous pouvez avancer si vous voulez. Donc là, on a mis quelques images de l'agence pour montrer un petit peu les usages. En haut à gauche, on a quelque chose d'un petit peu plus festif. On peut imaginer un dîner autour d'un défilé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une salle qui est extrêmement polyvalente. Vous voyez que les trois ambiances qu'on a là sont très différentes.
Sur la partie de droite, on a en haut un salon type FIAC, donc un salon d'artistes, donc avec des cloisons assez hautes pour pouvoir exposer des œuvres. Le visuel rend assez bien d'ailleurs les contraintes qu'on a, et on voit bien sur le troisième visuel en bas à gauche, on voit la projection de ce que va être les 9000 places de spectateurs pour les Jeux Olympiques 2024 avec les compétitions de judo, de lutte, si je ne dis pas de bêtises, de lutte, et pour les Paralympiques de tennis de table. Et peut-être d'autres choses a priori en para. Donc, tout ça est fait des usages très très différents. Alors, GL a un certain savoir-faire évidemment dans ce qu'est une salle événementielle, puisqu'on passe notre temps à critiquer les autres. Donc là, en conception, on a mis la barre assez haut. On a des ponts scéniques motorisés, on a des caniveaux techniques de grande ampleur. Donc la salle va être extrêmement efficace pendant 4 ans. On en est convaincu. La programmation qui avait été faite par RMN et Cojo était d'ailleurs très exigeante là-dessus. La charpente vient d'être finie, mais je crois que nous le verrons sur les photos suivantes. Voilà, j'ai fait court. Parfait, merci beaucoup. Du coup, Benoît, vous avez 10 petites minutes. Merci beaucoup à vous. C'est noté. Donc, tout d'abord, je vais passer à la première slide où je vais faire une rapide présentation de l'agence Chaban. Alors, Chaban Ingénierie, en 2 mots, c'est un bureau d'études pluridisciplinaire d'une 60aine de personnes qui a intégré une agence d'architecture du même nom. On intervient sur les équipements essentiellement sportifs et culturels, des équipements qu'on dit complexes. Dans le cadre du Grand Palais, nous, on est intervenu donc, pour le compte de GL Events et en soutien de l'agence Villemode dans le développement de ce projet, sur une mission d'ingénierie globale qui va de la partie VRD jusqu'à la partie approche environnementale qu'on va un peu plus développer par la suite, tout en passant par la structure et les lots techniques. Dans la slide qui suit, je vais rapidement rappeler les enjeux environnementaux du projet qui ont été identifiés. Ils ont été largement rappelés par Louis et Christophe notamment. Les principaux enjeux, donc c'était le côté à la fois éphémère et temporaire pour l'usage du bâtiment sur site pendant 4 ans, le côté démontable et réutilisable, remontable dirait Christophe, pour valoriser justement ce bâtiment, cet outil, à la fois aussi exemplaire et performant d'un point de vue acoustique et d'un point de vue énergétique. Durable, forcément, il se doit d'être durable. Aujourd'hui, il est inconcevable de ne pas concevoir un bâtiment qui ne soit pas durable. Il se devait aussi d'être modulable et adaptable pour répondre à toutes les configurations des événements qui peuvent être reçus au sein de ce bâtiment. Bon, en résumé, il fallait penser ce bâtiment pour sa 2e et 3e vie. C'est des plans qui ont été projetés justement dans les possibles reconfigurations. Si on revient plus particulièrement sur l'approche énergétique, là, on s'est concentré sur la conception d'installations techniques qui permettent justement de réutiliser tous les équipements mis en place, soit dans la configuration de ce bâtiment à l'identique sur un autre site, soit dans 3-4 bâtiments différents comme c'était présenté par un plan, ou soit même aller jusqu'à réutiliser ces installations techniques sur des bâtiments existants exploités par GL Events notamment, des parcs d'exposition ou autres bâtiments. Il y a eu 3 points vraiment structurants dans l'approche énergétique. Ça a été d'abord sur la production énergétique, d'avoir recours à une production énergétique qui soit autonome et 100% renouvelable. On a pris le parti de ne pas forcément se raccorder au réseau urbain parce qu'on était sur un bâtiment qui dure 4 ans. C'était des lourds travaux, ça engendrait de lourds travaux et ça aurait déséquilibré les réseaux urbains. Donc, ça n'avait pas de sens pour ce bâtiment implanté pendant 4 ans de partir là-dessus. Il a fallu aussi proposer une installation qui, en termes de traitement d'air et de confort thermique du bâtiment, soit optimum et très confortable pour les différentes configurations du bâtiment. Bon, on verra un peu juste après, mais on va finir cette slide avec les études thermiques qui ont pu être faites avec des simulations 3D de l'ensemble de la diffusion d'air au sein du bâtiment. La performance de l'enveloppe, alors une grosse performance acoustique était un critère primordial et qui, du coup, par sa conception, entraîne aussi une très forte performance énergétique et permet de réduire considérablement les consommations énergétiques de ce bâtiment. Si on passe sur la slide suivante, justement, on va voir un peu c'est un exemple du type d'études de simulation 3D du comportement thermique du bâtiment qui ont pu être réalisées pour justement optimiser au maximum toutes les installations, les dimensionner de manière optimale pour tout le monde. On voit aussi qu'on met à profit
la charpente telle qu'elle est réalisée en treillis avec la réalisation d'une double peau et de profiter de ce plénum qui se crée entre le TFE extérieur et l'enveloppe intérieure pour faire de la ventilation aussi naturelle, pour décharger en calories le bâtiment en été, pour réduire tout risque de condensation du bâtiment en hiver. Donc voilà, on met à profit les spécificités liées à la charpente bois pour en profiter aussi thermiquement. Si on continue sur la slide d'après, les enjeux. Donc, pourquoi le bois? C'est un matériau qui est apparu assez évident avec les équipes de Villemotte à développer sur ce projet, parce qu'il est renouvelable, avec une maîtrise et une suivi de la qualité du bois et de la gestion des ressources bois, selon aussi là où on le prend. Une souplesse dans la conception, ça a été dit par Louis, mais avec le lamellé collé qui permet justement d'avoir un design maîtrisé, très travaillé, de réaliser des portées de 50 mètres sur ce bâtiment. Ça nous permet aussi d'offrir une structure qui, au global, est beaucoup plus légère que si elle avait été réalisée en métal et en béton. Et par sa légèreté, du coup, on réduit considérablement aussi les impacts de ce bâtiment sur le champ de Mars, là où on implante ce bâtiment. Et enfin, une optimisation constructive, mais qui sera développée plus par Franck Matisse sur la phase chantier avec beaucoup de préfabrication possible. Et sur la dernière slide que nous avons préparée, justement, on a essayé un peu de vulgariser par chiffres l'impact du bois dans la construction. On se rend compte que sur ce bâtiment, on est sur un volume de bois d'à peu près 1500 mètres cubes. À l'échelle des forêts européennes, pour appréhender un peu le sujet, ce volume de bois est renouvelé en 1 minute et 13 secondes, ce qui est quand même très court. Ça montre le côté vraiment très, très renouvelable de ce bâtiment, de ce matériau plutôt. Quand on fait le rapport de bois par rapport à la surface de plancher, on atteint un niveau de label biosourcé qui est un niveau 3, qui est pareil, qui est un label qui permet de cataloguer les bâtiments qui sont vraiment biosourcés, qui est assez performant. Sur le cycle de la vie du bois qui a été utilisé, on se rend compte qu'on peut économiser jusqu'à 1500 tonnes de CO2 qui ont été stockées dans toute la vie des arbres et du bois qui ont été utilisés. Si on fait le parti de comparer avec justement une structure métallique qui aurait été équivalente, on se rend compte que sur l'échelle globale du cycle de vie de ces matériaux, on économise, quand on dit à l'échelle globale, c'est production, construction, utilisation et fin de vie, on économise 3500 tonnes de CO2, ce qui représente, pour vulgariser vraiment la chose, 3500 allers-retours en avion entre Paris et New York ou 1160 voitures qui se déplacent pendant un an. Donc c'est vrai que c'est un enjeu fort et chez Chabannes, on est vraiment convaincu que le bois est un des matériaux principaux des constructions à venir, que tous les matériaux biosourcés vont se généraliser dans les bâtiments et on se doit en tant que maître d'œuvre aussi d'accompagner cette transition vers les matériaux biosourcés dans les nouveaux bâtiments. Et c'est vrai que c'est important que des bâtiments tels que le Grand Palais éphémère soient une vitrine un peu de ces évolutions constructives qu'on voit apparaître justement sur les nouveaux bâtiments. Parfait. Donc, merci beaucoup, Benoît, pour votre rapidité de présentation. Ça nous permet de rattraper un petit peu notre retard. Du coup, Franck, je vous laisse la parole pour 10 minutes de présentation. C'est vous qui passez les slides ou Tout à fait. Je partage. Okay. Alors, allons-y. Bonjour à tous. Donc, la société Matisse, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en deux mots, c'est une société qui est spécialisée dans la construction de grands bâtiments en bois, qui sont essentiellement des bâtiments publics depuis pas mal d'années. Et ces dernières années, la suivante, on est plutôt sur des immeubles de bureaux et de logements qui sont devenus qui sont un peu la traduction de l'engagement de beaucoup de sociétés vers le développement durable. La suivante. Voilà, alors donc la société est implantée en Alsace, on a des agences de vente et de travaux sur le territoire. On couvre tout le processus, il y a à peu près 200 personnes, on couvre tout le processus, donc des études, de la fabrication et de la mise en œuvre. Hein. Donc on travaille essentiellement en France et on fait de temps en temps des opérations export. Voilà, donc quelques images de l'usine. Hein. Donc on fait à la fois la fabrication de bois lamellé collé, un peu de TFT, de ossature bois et toutes les pièces métalliques d'assemblage pour pouvoir maîtriser tout le processus. Hein, entendu que
une charpente qui arriverait sans ces pièces d'assemblage, c'est comme un meuble Ikea qui manque une pièce. Tout le monde l'a vécu, et vous savez ce que ça veut dire. Donc pour nous, on souhaite absolument maîtriser tout ce processus et c'est vraiment la garantie pour un client d'avoir un chantier qui est livré en heure. Et sur le sujet du Grand Palais, c'était la préoccupation première. Voilà, donc dans l'usine, on a effectivement la fabrication, on a tous des machines d'usinage et on a on assemble et on préassemble, et notamment c'était le cas pour le Grand Palais, donc une partie des structures pour faciliter la vie sur le chantier et garantir une forme de qualité sur les livraisons. Suivant. Voilà, donc le processus, les camions arrivent, tout est emballé, c'est stocké, c'est préassemblé et ensuite c'est levé donc, pour différents types d'usinage. Merci, la suivante. Alors si on vient maintenant au Grand Palais, donc on a effectivement 44 portiques qui font des portées de 31, 50 mètres et 65 mètres pour les fermes de nous qui sont la partie la plus sensible dans l'opération. Donc 65 mètres de portée, ça pèse, chaque ferme faisait 38 tonnes pour les plus grandes. Les plus petites faisaient 10 et au milieu, je crois que celle de 50 mètres faisait une quinzaine de tonnes. Enfin, je ne me rappelle plus exactement du chiffre. Voilà. Et ça a été dit, on a consommé 1500 mètres cubes de bois, produit 1500 mètres cubes de bois et il y a 130 tonnes de pièces d'assemblage. La suivante. Là. Alors, voilà, c'est des extraits de plans. C'est notamment, on voit les portiques de nous, qui sont les plus difficiles à concevoir et à construire. Donc, ces portiques sont bien évidemment faits avec des poutres en lamellé-collé qui ont été recollées dans leur plan, c'est-à-dire que il nous fallait des épaisseurs suffisamment larges pour passer les efforts. Et donc, on a recollé des pièces entre elles et ensuite, on les a réassemblées pour constituer ces portiques. Alors, on intégrait à chaque fois les pièces métalliques à l'intérieur des portiques et des diagonales. Pour se protéger du feu et pour protéger ensuite les pièces, les pièces de liaison, les tenons, etc. Les goujons métalliques, on a remis, vous le verrez sur notre photo, on a remis des pièces en bois qui protègent du feu. Pour les portiques de grande dimension, donc notamment les nous, on a dû renforcer la structure du bois parce qu'on passait quand même des efforts assez importants avec des tiges SFS. Et puis là, on voit un petit peu le principe d'assemblage avec des ferrures qui partent dans plusieurs directions. Et là, il nous fallait effectivement des précisions d'assemblage pour passer tous ces petits goujons parce qu'on est tenu à des écarts minimums entre chaque goujon pour vraiment garantir la cohésion des assemblages. On peut passer à la suivante. Donc ça vous a été montré tout à l'heure, simplement pour dire que on a à peu près 3 mètres de hauteur pour chacune des fermes dans les parties courantes. Et dans les parties, je dirais dans le rein des arcs, donc sur le côté, là on était plutôt à 3,70 m. Donc, ce qui veut dire que pour les transports, on a été obligé, on a pu préfabriquer toutes les parties courantes, mais toutes les parties dans les angles à 3,70 m, c'était transportable. Donc, celles-ci ont été assemblées. Puis en plus, il y avait le cintrage, donc celles-ci ont été assemblées sur site. La suivante. Là, on voit notamment les opérations qui sont les opérations de recollage, c'est-à-dire que on assemble des arcs unitaires les uns aux autres et on reconstitue de la matière. Donc on peut aller, chez nous on a déjà assemblé des pièces qui faisaient plus d'1 mètre d'épaisseur, puisque sachant qu'on part des largeurs classiques de planches qui font entre 10 et 20 cm, la nature ne nous livrant pas des planches de 90 cm ou de 1 mètre. Donc on reconstitue bien
voit donc ici les transports des différentes pièces qui partaient tous les jours avec l'impératif de livrer en dehors des heures de circulation. Donc, c'était livré au petit matin ou la nuit pour pas gêner la circulation. On était sur des longueurs transportables. Il fallait que ce soit pas des transports exceptionnels avec les policiers, etc. Donc, on livrait des longueurs de 17,50 m unitaires. Et donc, du coup, on a vraiment pu approvisionner le chantier de façon assez facile. Suivante. Voilà, donc là, on voit l'opération de levage qui a débuté début septembre. Tout début septembre, la première opération de levage, c'est le premier demi-arc de nous, qui a été assemblé en partie au sol et donc levé avec une grue. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'arriver là, on avait déjà travaillé 2 mois précédemment à l'usine. On avait préfabriqué, bien sûr, assemblé également pour être prêt et prendre l'avance à la fabrication, parce que le rythme de levage est évidemment plus rapide que le rythme de fabrication. Donc 2 mois en gros avant, et le levage, lui, a duré à peu près 3 mois pour lever toutes les pièces en bois. Et quand je parle de 3 mois, ça ne tient pas compte des travaux intérieurs, puisque dans le bâtiment, nous avons encore un mois et demi pour construire les fameuses mécaniques qui vous ont été présentées au début. On peut voir la slide suivante. Voilà donc la première demi-arc de nous qui est posée. On a pris le parti de tour des témoins pour faire l'assemblage, parce que quand on est sur des choses comme ça, c'est assez difficile à assembler juste en ayant des grues qui tiennent des pièces dans le vide. Donc on est parti sur une tour des témoins qui garantissait quand même vraiment de la sécurité et qui nous a permis d'assembler toutes les pièces. Alors, la suivante. Et là, on voit effectivement les nœuds qui sont accrochés, qui sont assemblés, et ensuite on voit les arcs secondaires de liaison qui commencent à partir vers les ailes. On voit également sur la photo que tous les assemblages sont protégés par des renforts en bois pour les protéger du feu. Suivant. Voilà, et puis donc ça, c'est les opérations quand on a quitté la moue centrale et on commence à lever les différentes ailes. Donc les poutres sont assemblées au sol. Ça fonctionne avec 2 grues. Et en gros, on a un temps de levage d'à peu près une dizaine de minutes pour lever la poutre. Et donc la suivante. On voit donc une fois que la poutre est levée, on commence les assemblages avec les éléments secondaires. Suivant. Ça, c'était par exemple l'avancement du chantier au bout d'1 mois. C'est-à-dire qu'on a mis, en gros, on a mis 1 mois pour cette partie-là, et on a mis 2 mois pour faire tout le reste. Suivant. Voilà, donc là, on voit la mise en place des éléments secondaires. Donc, il y a pas mal de. En fait, cette charpente, quand elle est levée, on a mis pas mal. On a rajouté des éléments qui vont soutenir la couverture, les différents équipements secondaires. Donc, et on voit également sur les membrures basses, ce qui sert ensuite de support au plafond acoustique qui vous a été décrit. La suivante. Voilà, donc là, dans le chantier, quand on était seul à travailler, on était relativement à l'aise, il fallait juste se battre avec le maçon. Dès qu'on a commencé à rajouter la couverture, les faux plafonds et les différents équipements, il y a eu beaucoup de coactivité, et je dirais que les choses se sont plutôt bien gérées. Le chantier a été mené de main de maître, et de ce point de vue-là, on n'a pas eu d'ennui, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de nacelles. Tout le monde travaille à la nacelle. Suivant. Voilà, donc une autre vue du chantier. On va aller à la suivante. Voilà, toujours à l'intérieur. Et la suivante. Et voilà, donc c'est les dernières pièces qui ont été levées avec en rive une structure qui restera apparente et qui est faite en Douglas, qui résiste mieux à l'extérieur. Tout le reste
donc ça, c'était une vue qui doit dater d'il y a 2-3 jours. La charpente est définitivement finie nous concernant, et donc maintenant, on n'a plus que la partie intérieure. Et j'en ai fini. Parfait, merci beaucoup Franck. Merci beaucoup pour le timing parfait. Alors juste pour pas trop déborder, parce qu'on a déjà un petit peu débordé de 7 minutes, on va juste répondre à quelques petites questions. Tout ce qu'on n'aura pas pu traiter sera répondu dans un mail indépendant. Donc, Sarah, du coup, je te laisse nous présenter quelques petites questions. Tout à fait. Alors, une première question pour Benoît. Comment la lumière du jour pénètre dans le bâtiment, surtout par les deux ouvertures, donc à savoir côté école militaire et à savoir Champ de Mars, Tour Eiffel? Ouais, c'est exactement l'enjeu de la conception, c'est surtout les murs rideaux des deux extrémités qui sont dans la lignée de la Tour Eiffel et de l'école militaire qui servent d'apport de lumière du jour dans le bâtiment. Ensuite, il y avait une volonté justement d'avoir, Louis pourra le développer, mais d'avoir un intérieur qui soit pas forcément très lumineux avec la lumière naturelle pour permettre un peu tous les événements, l'organisation de tout type d'événements. C'est vraiment les deux grands murs rideaux qui font l'apport de lumière du jour. Très bien. Une autre question peut-être pour Franck. Qu'en est-il des contraintes au feu? On a beaucoup parlé de contraintes acoustiques et thermiques. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos par rapport aux contraintes au feu? Alors là, j'ai un méchant... Je ne me rappelle plus exactement de la durée qui a été exigée en termes de sécurité, mais c'est certainement plus d'1 heure. 1h30. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Oui, c'est 1h30, ouais. 1h30, voilà. Donc, c'est pour ça que tout a été dimensionné en conséquence. Il y a une grande Oui, on voit bien. Oui, on la voit. Et puis, et ensuite, on a protégé effectivement les goujons pour pas qu'ils chauffent. Et voilà, donc ça tient effectivement. Merci. Une question pour Christophe. Qu'advient-il des matériaux lorsqu'ils seront démontés? Qu'adviendra-t-il plutôt? Hop. Alors, les matériaux, quand ils vont être démontés, globalement, l'ensemble va être réutilisé. Sans doute que les matériaux d'isolation acoustique auront une deuxième vie de recyclage. On a déjà en fait des contacts avec des entreprises pour réutiliser pas mal de matériaux, parce que ça serait étonnant que dans sa deuxième vie, le bâtiment ait autant de contraintes acoustiques. Pour une salle de sport, on n'a pas besoin. Mais globalement, sinon, la charpente, les murs béton sur le côté, etc., beaucoup de choses vont être remises dans le projet suivant. Très bien, merci. Peut-être pour Benoît ou pour Franck, comment est géré le vissage, dévissage, des assemblages en bois ou en métal? Est-ce que cela créera un jeu différent d'assemblage par rapport au postulat ou à l'hypothèse de départ? Alors, le démontage ne va pas être quelque chose de facile, soyons clairs. Les ouvriers avec qui j'en ai parlé, ils m'ont dit « Ah, ça va être difficile à démonter ». Enfin bon, c'est dit avec leurs mots. Normalement, bon, c'est du lissage, hein, et il n'y a pas tellement de pièces, comment dire, il y a beaucoup de bougonnage, hein, donc on retirera les boujons. Comment dire, les pièces métalliques, vous avez remarqué sans doute dans les présentations qu'il y a plusieurs pièces métalliques qui sont intégrées dans chaque assemblage. Donc, c'est elles finalement qui vont calibrer un petit peu les choses. Le bois n'aura pas beaucoup travaillé sur ces choses-là. Non, la difficulté, ce sera plutôt de démonter, et je pense que le remontage il n'y aura pas trop de jeu là-dessus. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Ce sera dans les tolérances. Merci. Une question chantier. Comment la protection face aux intempéries a-t-elle été gérée sur le chantier? Alors, les bois ont subi un traitement qui permet leur exposition le temps du chantier. Hein. Donc là, on est tout à fait dans les normes. En plus, le chantier, pour une fois, a été extrêmement rapide, et les couvreurs ont été juste derrière nous. Donc le sujet de la protection s'est pas posé. Le sujet existe quand on a des chantiers qui traînent en longueur et que le couvreur n'intervient pas, etc., ou qu'il y a des zones qui restent exposées. Là, on est dans des délais extrêmement courts. En plus, la météo n'a pas été trop défavorable, donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Merci pour toutes vos réponses. Amandine, tu nous dis un petit mot de conclusion? Tout à fait. Bon, en tout cas, les questions ont été nombreuses. On a réussi à en aborder quelques-unes quand même. Peut-être pas toutes. Donc, n'hésitez pas pendant quelques minutes restantes à les poser dans le chat. On va les collecter et y répondre dans un prochain mail. En tout cas, on vous remercie tous
en tant qu'intervenant et en tant que participant d'être resté sur ce webinaire d'1 heure qui nous a permis de découvrir ce bel ouvrage qui est le Grand Palais éphémère. Donc, on vous dit à très vite pour le replay, en tout cas, qui sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube, en tout cas du CNDB, mais également du Forum Bois Construction. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci.